Tu coupé ton son, Sabrina. Allô, allô? T'as plus de son. Ça y est, ça y est. Là, Hello, c'est OK. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? J'ai un souci de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, si vous m'entendez et que vous me voyez, merci de me mettre dans le chat que tout est OK. Alors, est-ce que vous pouvez me dire... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'ai un doute là. Et puis, on va démarrer. Ah, j'ai l'impression que non. Alors, j'ai l'impression que non. Ah, on vous entend. Parfait. OK, merci. OK, oui, très bien. Bonjour, parfait. Très bien. OK, merci beaucoup. Bien, eh ben, écoutez, j'espère que vous, allez bien, que vous êtes en forme. Yes, tout est OK. Merci beaucoup. Ah, super. Hem, alors, donc nous sommes ensemble à peu près pour, 45 minutes. Donc, bienvenue donc à ce cycle de masterclass, mensuel sur le sujet de l'écotourisme, de la transition écologique, du voyage, mais aussi, voilà de l'écologie, auquel, tous les mois je vous propose, je vous offre une masterclass. Alors une masterclass, voilà, qui est vraiment issue de 35 ans d'expérience de terrain, et plus que jamais aujourd'hui je suis, sur, le terrain. Voilà, donc là, par exemple, ça fait 1 mois et demi, hein, que je vadrouille entre différents déserts, oasis, écosystèmes océaniques. Alors ça me fait tout drôle aujourd'hui de revenir et de faire cette masterclass. J'ai l'impression que ce sont des univers tellement différents, ce qui est le cas, et en même temps tellement nécessaires aujourd'hui pour vous partager à la fois ce qui me tient à cœur et à la fois ce qui est en train de se jouer à l'échelle de notre planète en termes écologiques. Il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est cette forme de déni que nous avons, de contourner finalement les problèmes, les déplacer aussi, les mettre au mauvais endroit. Et cela fait que, notre facture globale, à l'échelle de la planète, est toujours très mauvaise. Alors je relativise aussi en me disant: «Après tout, dans la vie, tout a une fin et le changement climatique est un état naturel de l'évolution des écosystèmes. Depuis 4,5 milliards, le changement climatique est une réalité». Donc, ce sur quoi nous devons agir, c'est pas tant le changement climatique, parce que nous ne l'arrêterons pas, mais c'est l'accélération, la dégradation de ce changement
par les activités humaines, en fait. C'est de ça dont il s'agit. Or, nous, on met un grand focus actuellement sur le changement climatique, mais vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un espace protégé qui avait plus de 200 millions d'histoires, de planètes. J'ai marché sur les pas des dinosaures, des brontosaures, et je me suis dit, waouh, il y a 200 millions, ces êtres-là vivaient sur notre planète. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc, le changement climatique fait partie de l'évolution terrestre, de l'évolution naturelle des écosystèmes et j'ai envie de dire de l'évolution cosmique de cette planète. Notre action sur le changement climatique est importante. Notre action sur le changement climatique, à travers nos activités, nos modes de vie, nos choix de consommation, de surproduction, notre agriculture, oui, ça a un impact. Et ça a un impact comment? Ça a un impact à travers nos modes de vie et ça a un impact direct sur la biodiversité. Et ce qui accélère aujourd'hui ces processus de dégradation des écosystèmes, c'est la perte de, le chiffre est alarmant, il y a encore 5 ans, on était à 68%, nous sommes passés à 73% de destruction de la biodiversité mondiale. Or, c'est la biodiversité qui maintient les fonctions systémiques des écosystèmes, quels que soient ces écosystèmes. Pourquoi j'aime les déserts? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, les déserts sont en train de nous donner une leçon absolument incroyable. Déjà dans le mode de vie des gens qui habitent ces lieux, et leur capacité, résiliente à vivre dans des écosystèmes extrêmes et à créer des lieux, des oasis donc, où il fait bon vivre et où il y a une biodiversité absolument incroyable, et de l'eau. Parce qu'ils respectent le grand cycle de l'eau, ce que nous avons, nous, complètement déstructuré. Alors aujourd'hui, on revient, mais j'ai envie de dire, la tâche, elle est énorme, quoi. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite. En tout cas, si nous voulons laisser quelque chose de propre à nos enfants et à nos petits-enfants. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans ce grand cycle, au fait, de désertification, les déserts ne sont pas déserts, hein, la désertification, encore une fois, c'est l'action de l'homme sur un processus de désertification. Les déserts sont des écosystèmes absolument extraordinaires qui racontent toute l'histoire de cette humanité. Donc, j'aime beaucoup aussi le désert parce que c'est à chaque fois, pour moi, une véritable leçon d'humilité. C'est quelque chose aussi qui nous manque aujourd'hui dans nos sociétés. On croit qu'avec la technologie, on va tout régler, on va tout solutionner, on va... Ouais, je pense que la nature, elle a encore quelques bottes secrètes qu'elle va nous proposer dans les années qui viennent. L'autre chose qui me plaît dans le désert, c'est le silence. Ce silence extérieur qui devient un véritable silence intérieur et qui me permet finalement de rentrer en méditation à chacun de mes pas et de sortir quelque part de la sachante que je suis, puisque moi, ça fait aujourd'hui 35 ans, un peu plus même. Depuis que je suis enfant, depuis l'âge de 9 ans, je vis dans la nature, je vis avec la nature et depuis l'âge de 9 ans, c'est très clair pour moi ce que je voulais faire. Je voulais m'occuper de la planète, je voulais guérir la Terre, c'était ça ma phrase magique. Et c'est vraiment ce pourquoi j'ai œuvré toute ma vie et aujourd'hui, eh bien, je fais de cette passion, j'en ai fait mon métier et je suis connue et reconnue à un niveau international dans cette expertise, qui est très pointue, qui est vraiment la régénération des écosystèmes par aussi tout un processus de valorisation de ces ressources à travers toutes ces formes, écotourisme, agritourisme, etc. Et à travers des projets avec aussi bien le monde associatif que le monde entrepreneurial. À ce jour, je crois que j'ai accompagné un peu plus de 180 000 entrepreneurs à travers la planète à créer des entreprises, ce qu'on appelle aujourd'hui régénératives, donc on va dire des entreprises qui voilà, qui sont dans cette transition écologique. C'est pour vous dire que cette transition écologique, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien.
Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'ai créé une école, l'École internationale Éco-entrepreneur 5.0. Et cette école est vraiment basée sur tout un processus d'expérience et basée sur le principe de comment bien vivre avec la terre et pas avec notre tête, avec notre corps. Je dis toujours, lorsque vous pensez la nature, vous pensez l'écologie, la terre est un corps. Elle n'a ni mental ni ego. Et à chaque fois qu'on se connecte avec elle, avec cette part-là de notre corps, eh bien, elle répond pas. Alors que qu'on rentre dans cette relation, je dirais, physique, émotionnelle, sensuelle, relationnelle avec elle, il se passe des choses absolument incroyables. Et c'est pour ça que j'aime être sur le terrain, parce qu'à chaque fois, j'ai plein d'expériences qui me permettent de m'émerveiller. À travers ces processus de régénération. Et dans ce processus-là, aujourd'hui, j'ai accompagné 4 destinations qui sont aujourd'hui classées au niveau des destinations d'excellence, au niveau qui sont classées parmi les plus belles destinations mondiales et qui ont été vraiment des écosystèmes qu'on a régénérés. Et vous savez, pour passer de ça à ça, donc moi, c'est vraiment ça mon métier. Je suis une vraie designer de destinations vivantes. Alors il faut quelques années, hein, donc il en faut pas tant que ça. On a fait ce travail en 7 ans. Ce qui a été vraiment un véritable game changer. Donc là, on est sur une oasis. Là, je suis en Catalogne, où là aussi, on a transformé une industrie minière, je ne sais pas si vous imaginez, en une industrie écologique et on l'a fait en 3 années. Je crois que la planète nous a donné une leçon absolument incroyable. On n'en a pas tenu compte longtemps, mais en 2020, quand on a tous été confinés et qu'elle, elle a pu respirer, en une année, on a vu les écosystèmes complètement s'autorégénérer, on a vu les poches de carbone se résorber, bref, on l'a laissé faire son métier. Et c'est vraiment la première chose que je dis aux équipes avec qui je travaille, laissons la Pachamama faire ce qu'elle sait très bien faire, c'est-à-dire s'auto-régénérer. Observons ce qu'elle fait et mimons exactement ce qu'elle fait. Donc, pour moi, l'humilité, déjà, elle commence là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en se disant, OK, voilà, l'écologie systémique, c'est ça, puisque moi, je suis docteur en écologie aussi, et j'ai fait de l'écologie systémique, on va faire comme ça. Non, on va vraiment créer des zones expérimentales, on va observer ce qui se passe, et on va travailler sur ce qu'on appelle les plantes adaptatives et régénératives. Donc mes clients, eh bien, ce sont globalement aujourd'hui, une grande partie des grands bailleurs de fonds qui agissent pour la planète, mais aussi mes clients sont aussi des entrepreneurs, des solo-entrepreneurs, des entreprises, ces personnes qui sont en transition de vie, en transition écologique. Parce que pour moi, on ne peut pas, voilà, avancer sur cette écologie extérieure si on ne commence pas par son écologie intérieure. Et ça, c'est vraiment, ce que m'ont appris les déserts. Les déserts m'ont vraiment appris à travailler aussi bien à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi. Et en 15 ans, puisque j'ai vécu et je continue à vivre avec les peuples nomades, que ce soit en Mongolie, que ce soit dans le Sahara, que ce soit, dans, le Wadi Rum, que ce soit, dans, l'Atacama, que ce soit dans, plusieurs autres déserts où j'ai été, où j'ai rencontré ces peuples autochtones. J'ai été complètement fascinée par ces modes de vie. Ça a complètement changé ma vision des choses et je peux vous dire qu'elle a changé à 180 parce qu'avant ça, j'étais chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris. J'étais entomologiste, hein, j'étudiais les insectes ravageurs des écosystèmes. Et puis un jour, je me suis dit: «Mais à quoi ça sert tout ça finalement, si on ne peut pas le partager, si on ne peut pas expliquer comment on crée un ravageur finalement? Comment on déstructure?» Et donc c'est comme ça que je suis passée de cette vision très scientifique recherche à une vision beaucoup plus développement, voilà, transformation et cetera et travail aussi parce que quand vous êtes dans un labo, vous êtes peinard, vous n'avez pas affaire à tout j'ai envie de dire à toute cette humanité.
Vous avez affaire juste à la planète, à la nature et à la petite bébête que vous êtes en train d'étudier. Mais là, c'est différent. On brasse vraiment les problèmes de développement, les problèmes de régénération, mais aussi les challenges que cela nous permet aujourd'hui d'activer. Et donc, ça fait 30 ans que je parcours la planète avec ce regard. Et plus j'avance, plus je m'émerveille parce que, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de co-création avec la Pachamama et elle est en train de nous amener, à travers cette transition écologique, eh bien, à aller aussi vers notre transition écologique en tant qu'individu, en tant qu'éco-citoyen, en tant que personne. Et pour moi, aujourd'hui, la bataille, elle n'est pas seulement à une échelle des États, elle est aussi au niveau de chacun, chacune de nous. Et c'est pour ça que il y a 3 ans, j'ai décidé de me lancer sur Internet. Voilà, ça a été une grande révolution aussi dans ma vie, qui m'a bien fait travailler sur moi et qui, maintenant, pour partager ces expériences issues du terrain, hem et il y a maintenant donc depuis 2021, j'ai vraiment repris, mon travail sur le terrain, c'est-à-dire que je passe 70 de mon temps à travailler avec les écosystèmes, avec les populations locales, à régénérer, et bien, ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-territoires en transition. Voilà, à travers des expériences d'ensauvagement, à travers, des expériences, de restructuration de prairies, vertes ou de prairies fleuries. Enfin voilà, à travers, la régénération des écosystèmes oasiens, en travaillant sur les cycles de l'eau, mais aussi, sur, les écosystèmes, je travaille aussi sur, l'océan Indien. Aujourd'hui, c'est comment créer des filières. Il y a tellement de nouveaux emplois, de métiers à créer autour de la réutilisation, et cetera, de nos déchets, que finalement, c'est peut-être ça aussi notre avenir, nous débarrasser de ce 7e continent qui est en train de détruire eh bien, une part de biodiversité extrêmement importante. On s'en fout un peu de ça. Ce qui est sûr, c'est que notre facture écologique en France, elle ne s'améliore pas puisque nous venons aussi de dépasser les 11 d'émissions de gaz à effet de serre et carbone, malgré toutes les stratégies de décarbonation. Et ça aussi, c'est un terme, alors vous me direz ce que vous en pensez, moi qui m'interpelle. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, on fait un flanc de la décarbonation, alors que c'est quoi la décarbonation? Encore une fois, c'est toutes les émissions en lien avec nos écosystèmes ou nos systèmes de production. Or, si nous laissions la planète et la Terre faire son travail de régénération, d'accord? C'est-à-dire de rééquilibrer les écosystèmes, eh bien, le rôle pas seulement des forêts, mais aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des baleines, rien qu'une baleine, durant sa vie, une seule baleine, elle va, heu, capturer l'équivalent d'une forêt amazonienne en termes de carbone. Et mieux encore, lorsque les baleines meurent, dans la dégradation, au fait, de leur corps de baleine, elles vont encore capturer plus d'une trentaine de tonnes de carbone. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et pourtant, on va plus s'occuper à imaginer plein de systèmes de taxation pour la décarbonation que d'oser justement poser des actes forts pour préserver certaines espèces. Et je ne parle pas des baleines, je parle de toute la biodiversité terrestre qui joue ce rôle. Et pourquoi aujourd'hui on est face à ce processus de décarbonation énorme? Parce que nous avons massacré 73 on a quand même atteint un point de non-retour de la biodiversité terrestre. Alors, comment on peut recréer des écosystèmes? Comment chacune de nous, vous êtes, une trentaine aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que ce sujet vous intéresse, c'est que vous avez envie d'être acteur
Et moi, je suis pas là pour vous donner de leçons ni vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, je vais juste vous inspirer à travers les expériences, que j'accompagne, qui sont aussi des opérateurs, mais qui travaillent avec une vision beaucoup plus large. Vous savez, quand on a un projet, on a 2 options. C'est de voir juste son projet à l'échelle de: «OK, moi, mon projet, le et cetera, ce que je vais faire demain et cetera». Et vous avez l'autre option, c'est d'avoir une vision beaucoup plus grande. Et vous savez, c'est vachement important. Depuis, 40 ans que je fais ce métier, j'ai eu envie d'arrêter plein de fois. Parce que ce n'est ni facile, c'est des vraies batailles, heu, mais ce qui a fait que j'y retourne, c'est cette vision que j'ai depuis que je suis enfant. Ce qui me porte, c'est ce rêve. Ce qui me porte, c'est ce qui me fait vibrer, au fait. Et j'ai envie de vous dire ce matin, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre projet? Et pour moi, c'est pas juste un projet professionnel, c'est tout un mode de vie, c'est mon mode de vie. C'est ma façon de vivre et d'être avec la planète. Je vis dans le parc national de Porquerolles. Et même si je passe beaucoup de temps dans le désert, mon kiff absolu, c'est de me baigner 365 jours dans l'année et donc à part ce matin, tous les jours, eh bien, je vais nager et pour moi, c'est vraiment un instant de communion avec l'écosystème mer, hem et c'est vraiment voilà, c'est ma relation avec le vivant et avec la planète. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de transmettre parce qu'à chaque fois qu'on a travaillé comme ça dans les projets, eh bien, c'est comme si que la Terre, elle répondait à quelque chose aussi de beaucoup plus grand. La Terre, eh bien quoi? C'est un écosystème vivant et ce qui est vivant répond à une vibration. Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? Qu'est-ce qui vous fait aussi vibrer dans le projet que vous avez? C'est pas juste une question où on décide avec sa tête. Si aujourd'hui on gère la transition écologique parce qu'on a peur de disparaître demain, j'ai envie de dire on disparaît. On disparaîtra. Enfin, je veux dire la seule certitude que nous avons le jour où nous naissons, c'est qu'un jour nous repartirons et nous repartirons aussi nus que nous sommes venus sur terre. Donc une fois qu'on a bien posé les choses, entre ces 2 dates, qu'est-ce que j'ai envie déjà de vivre pour moi, de partager, d'explorer et pour moi, j'ai fait de la recherche parce que c'était ça les questions que je me posais. Comment on évolue et comment ce qui se passe à l'extérieur devient à l'intérieur et un écosystème, c'est ça. Aujourd'hui, on le sait, les écosystèmes forestiers sont des véritables écosystèmes dont nous avons exploré peut-être 5 ou 10 parce que nous savons aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux, que c'est toute une organisation, que c'est toute une hiérarchie. Et moi qui ai travaillé beaucoup avec les peuples des arbres, quand je me suis retrouvée au Liban face à des cèdres de plus de 5000 ans, et je peux vous dire que c'est respect, quoi. Il se passe quelque chose. Dans cette présence, il y a un langage. Et je dis souvent: «Et si la nature avait un langage?» comme, heu, je comme toute autre forme de langage, à l'échelle de la planète, il y a des millions, des milliers de langues, il y a autant de langues que de peuples et quand on veut communiquer avec ces peuples, on apprend leur langage. Si je veux aller en Chine, bah, j'apprends le chinois ou j'apprends l'anglais et avec la planète, vous pensez qu'elle ne communique pas? Aujourd'hui, on s'étonne parce qu'on commence à découvrir que tous les grands cétacés, les mammifères, mais pas que, la société des abeilles aussi, elle communique. Et donc, ben, moi, j'ai toujours été fascinée, c'est pour ça que j'ai étudié les insectes, c'est comment comprendre ce langage, comment le décoder et comment travailler avec la nature en dialoguant avec elle. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Et quand on arrive là, eh ben, on est émerveillé tous les jours. Malgré tout ce qui peut se passer, on est émerveillé tous les jours. Et c'est pour ça que je choisis dans cette période très chaotique et difficile de retourner dans ces espaces parce que là, je m'oxygène à nouveau. Parce que la nature, elle est immuable. Donc, puisque aujourd'hui, je vais vous parler des habitats écologiques, mais on va aller beaucoup plus loin que juste un habitat écologique. C'est pas juste une question d'architecture bioclimatique ou de haute qualité environnementale ou de structure de bâtiments écologiques. C'est
comment nous avons envie d'habiter la Terre. Vous voulez créer un lieu, comment vous avez envie d'habiter ce lieu. Donc c'est vraiment une interaction entre vous, d'abord, et ce lieu. Et ensuite, c'est comment intégrer ce lieu le maximum dans l'écosystème. Et ce n'est pas juste parce que vous allez mettre une tiny house dans une forêt que vous avez respecté la forêt. C'est où, comment, l'espace, voilà, ça va au-delà de l'étude d'impact. Et c'est ça qui prend du temps, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que l'écosystème veut aussi renvoyer comme image et comme expérience. C'est là où commence d'ailleurs l'expérience écotouristique. C'est pas juste je décide d'aller voir les aigles dans les Cévennes, puisque j'ai aussi beaucoup travaillé avec le parc national des Cévennes. Je vais vous parler du Mercantour aujourd'hui. Hem, voilà, non, c'est quelle est la conscience que je vais mettre dans cette rencontre avec ce rapace? Aujourd'hui, on veut voir, la biodiversité, on veut voir la faune marine, mais enfin aller faire de la plongée, en Polynésie française pendant les périodes de reproduction des baleines, mais croyez-moi, mais même si vous êtes à 200 mètres de la baleine, vous la dérangez parce qu'elle est elle est dans un espace où elle a besoin d'être seule, d'être tranquille, elle est là pour faire son bébé et cetera. Donc notre présence à 100 kilomètres va la déranger. Lorsqu'on travaille sur un écosystème, par exemple, quand on fait des processus de régénération, on fait un rayon sur au moins 200 kilomètres parce que sur 200 kilomètres, vous allez impacter ce qui va se passer au cœur même de l'écosystème. Or, nous, on regarde ce qui se passe juste là, mais on regarde jamais ce qui se passe à 200. C'est ce qui va se passer à 200, 300, voire à l'échelle de la planète qui va impacter mon écosystème. Donc ça, c'est la différence entre, par exemple, l'écologie fondamentale et l'écologie systémique. Et donc, quand on a créé cette écologe extraordinaire, en plein milieu de désert, eh bien, ça a été vraiment de dire: «On n'amène rien de l'extérieur, on va faire une expérience totalement en terre, et extrêmement minimaliste». C'est-à-dire que dans les hébergements, il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a que de l'électricité dans le centre, parce qu'il y a aussi un centre de séminaire, mais tout le reste, c'est vraiment venir expérimenter le désert et vivre dans l'énergie du désert, parce que c'est vraiment quelque chose, l'énergie du désert. Hem et être totalement en immersion. Donc l'écologe du Siwa, ça a été vraiment une des premières expériences les plus extraordinaires, à lesquelles j'ai pu, participer, parce qu'à l'époque aussi, je travaillais dans le désert du Sinaï et la mer Rouge. Et donc c'est, vraiment voilà, donc que ce soit au niveau paysager, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau de, heu, absolument tout, tout a été fait sur place pour pouvoir respecter, eh bien, cet espace entre oasis et désert. En plus, l'oasis du Siwa a une histoire, puisque la reine Cléopâtre allait à Siwa pour se régénérer, se ressourcer. C'était son lieu de spa, par exemple, hein, et donc il y a aussi toute cette histoire. Donc là, c'est le seul endroit où vous aurez de l'électricité, c'est le centre de séminaire et donc c'est un écologe sous forme d'éco-village, en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'un des premiers éco-villages. Aujourd'hui, vous voyez, c'est à la mode, les éco-villages, les écolieux et cetera. Et l'idée, c'était vraiment, voilà, de proposer juste, ici, vous allez pour le silence, pour le repos, pour faire le vide, pour expérimenter le désert grandeur nature. D'accord? Hem Et voilà et vraiment, toutes les lumières ont été étudiées pour qu'on puisse vivre, par exemple, ici, l'idée, c'est de vivre selon le cycle du jour et de la nuit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié, les cycles de la nature. Heu et les cycles de la nature, déjà, nous, on a la chance d'avoir 4 saisons, donc on a 4 cycles différents et logiquement, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. L'été, d'accord? C'est l'énergie du feu, c'est logiquement le cycle de l'action. Nous
prenons des vacances l'été. Parce qu'on veut profiter du soleil, et cetera. L'hiver, c'est la période d'hibernation de la nature. Elle rentre en repos. Et nous, l'hiver, on est au taquet. Et on s'étonne que les gens sont malades et épuisés l'hiver. Mais oui, mais parce que notre corps, il n'est pas fait pour être au taquet l'hiver. N'oublions pas que nous sommes des mammifères. Donc, voilà, moi, quand je suis dans la nature, je me dis pas: «Ah, je suis l'humain, je suis le super», j'essaye vraiment de me remettre dans la chaîne alimentaire et je prends juste ma place en tant que mammifère et j'observe ce qui se passe. C'est pour ça que je dis c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'humilité, au fait, parce que, heu, j'ai dû travailler sur, la sachante qui pendant des années dans son laboratoire avait posé plein de théories et cetera et là, tout ça, c'était démonté, au fait et j'ai réappris à vivre avec ces différents cycles. Vous savez, les gens du désert, ils disent: «Vous les occidentaux, vous avez la montre, mais nous, nous avons le temps». Quand vous décidez de faire une méhare ou de faire 200 ou 300 kilomètres, ça sert à rien de vous dire: «Bon, j'ai 300 kilomètres, dans 3 heures, j'y ai». Vous serez peut-être dans 5 heures, vous serez peut-être au bout de 2 jours, vous allez vous prendre une tempête de sable, vous allez crever peut-être 4 fois parce que vous allez traverser un reg et ainsi de suite et donc cette forme de lenteur que nous traduisons aujourd'hui par le slow tourisme, la slow life et cetera, eh bien, nous permet aussi de revenir à tout un ancrage. En réalité, c'est dans ces espaces qui nous échappent et qui nous dépassent que se construit la relation avec la nature. Elle est là où on ne l'attend pas, au fait. Et là, on commence vraiment à sentir cet espace de conscience qui nous pénètre de partout, dans toutes nos petites cellules et qui bouscule, eh bien, notre quotidien. Et à un moment, il y a quelque chose qui lâche. Et là, on respire et on se dit: «Waouh, c'est magique». C'est là, c'est à cet instant-là que l'on se ressource. C'est à cet instant-là que l'on se régénère. Et ben, l'écosystème fonctionne exactement de la même manière. Sauf que nous, on est constamment en train de lui demander de produire et on ne laisse plus à la nature ces espaces de repos puisque nous voulons manger des fraises en hiver, nous voulons manger du concombre toute l'année et je passe et je passe. Tout ça, ça a un coût. C'est ce coût cumulé, parce que la facture écologique est un principe d'effet cumulé. Je pourrais vous faire une vraie conférence là-dessus, chiffrée. Eh bien, c'est tout ça cumulé qui fait que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui parce que les sols ne respirent plus, parce qu'on ne les laisse plus faire leur cycle complet. L'eau, eh bien, nous avons complètement déstructuré le cycle de l'eau et donc nous avons déstructuré les cycles des grands courants océaniques qui sont les vecteurs qui amènent la biodiversité à circuler à travers le monde et à travers les différents océans, d'accord? Nous avons donc, à travers là, déstructuré les climats et la boucle, elle est bouclée. Et donc maintenant, c'est comment on sort petit à petit de cette boucle infernale. Voilà pourquoi donc depuis, 2021, les 2 grands programmes que j'accompagne, un c'est sur l'agriculture vivante, donc qui sont des projets financés par l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds. C'est aujourd'hui comment on va revenir à cette agriculture vivante et qu'on va pouvoir vraiment la démultiplier et cetera. Et le deuxième, eh bien, c'est, l'économie bleue. C'est aujourd'hui comment, petit à petit revenir, à libérer, à nettoyer les océans et à réinitialiser justement la biodiversité terrestre parce que la clé, c'est vraiment nos océans. Et donc voilà, donc pour moi les déserts, ils m'inspirent. Ils m'inspirent dans le sens où pour revenir à ça, eh ben, c'est important de revenir à ce silence intérieur, à sortir du bruit continuel de notre société. Et pour moi, créer un lieu, eh bien, c'est d'abord cette première connexion à l'endroit où vous êtes, cet ancrage-là. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, le panel des matériaux et cetera, heu
ce n'est pas ce qui manque. Ce qui nous manque, c'est comment vous allez trouver cet équilibre et comment le lieu que vous allez créer, par exemple, eh bien, va rayonner à la fois l'espace, l'environnement, la nature, la biodiversité, mais aussi votre histoire, qui vous êtes. Pourquoi c'est important pour vous? Quel est votre message? Et j'ai envie de dire, osez avoir des messages différents des autres, osez être clivant, osez être vous-même. Pourquoi aujourd'hui on doit tous dire la même chose sur la transition écologique? Non mais bullshit quoi! On peut avoir des avis différents et puis si vous arrivez à le démontrer, c'est super. Donc, voilà, pour moi, notre manière d'habiter, notre habitat, ne est en lien avec notre mode de vie et notre mode de vie, c'est le cœur même de votre offre éco-touristique. Je ne parle pas de tourisme, parce que moi je suis pas expert en tourisme. Pour moi, toutes ces formes de tourisme, c'est-à-dire écotourisme, voilà, de tourisme durable et cetera, sont des processus qui nous permettent de valoriser des filières régénératives et pour chaque filière que l'on valorise, là on vient de finir un projet, on crée des milliers d'emplois. Quand on a, transformé 3 500 kilomètres d'oasis qu'on a régénérés, c'est 50 000 emplois en 7 ans qui ont été créés dans le cadre de la transition écologique. Mais on ne les voit pas parce qu'on réfléchit touriste, parce qu'on réfléchit séjour, parce qu'on réfléchit destination. Et donc, revoir ça à travers ce processus écologique, c'est revoir les choses par rapport à qui suis-je dans l'écosystème, comment je le mets en place, c'est quoi mon lieu, c'est quoi toutes les actions qui vont me permettre de créer plein de nouveaux métiers ou à travers ces nouveaux métiers, peut-être des partenariats, comment je vais me relayer avec les gens de mon territoire. Et c'est ça l'histoire qui est racontée. C'est cette histoire-là. Alors c'est vrai, elle peut paraître banale, mais elle n'est pas banale. Elle est l'histoire pour moi de notre humanité, de cette humanité en transition qui se pose plein de questions. Voilà pour la première expérience. Alors maintenant, on va voyager, on va quitter le Siwa pour revenir dans le Mercantour, dans le parc. Ah, merci. Alors, Aline, les touristes, à terme, peut-être que je me trompe. Alors, il y a une chose qu'on a beaucoup de mal à faire chez nous et qu'on fait ailleurs, c'est les quotas. Chaque écosystème a une capacité de charge. Donc, si nous ne voulons pas détruire les écosystèmes, il faut mettre en place des quotas. Chez nous, on ne le fait pas. La preuve aujourd'hui, certaines destinations souffrent de surtourisme. Et pas seulement en France, au niveau européen. L'Espagne, Barcelone, d'autres destinations, parce que, eh bien, on croit que parce qu'on va avoir des mini-touristes que tout va... Non, à un moment, le trop est l'ennemi du bien. Dans tous ces projets, en fait, surtout à l'international, j'entends, nous avons mis en place des quotas. Il y a des quotas, il y a des saisons. Donc déjà dans le désert, la saison elle est naturelle, enfin si vous allez l'été, à 65 degrés parce qu'il fait à peu près ça, c'est juste invivable. Mais, les quotas sont calculés selon les capacités de charge. Par exemple, quand en Égypte, quand on a créé les espaces, on a calculé combien il fallait de temps à la nature pour reconstituer un écosystème. Et quand je dis calculer, c'est-à-dire qu'on a calculé au mètre carré le temps que ça prenait, les moyens que ça demandait, et cetera. Et on a fait donc des factures, donc la facture écologique. Tous ceux qui ne respectaient pas les règles qui étaient mises en place, eh bien, devaient payer eh bien, la destruction pour permettre de reconstituer les écosystèmes. On ne fait pas ça chez nous. Et ça a tout de suite calmé tout le monde. C'est pas par hasard que la mer Rouge est toujours l'une des mers les plus poissonneuses. Mais c'est parce qu'il y a eu des règles et que ces règles, elles ont été respectées. Nous, chez nous, dès qu'on essaye de mettre une règle, tout le monde descend dans la rue et personne n'est content. Mais en même temps, tout le monde râle parce qu'aujourd'hui, l'écologie est devenue une source d'éco-anxiété. Donc, oui, c'est possible dans ces écosystèmes-là, mais il est important d'avoir
une organisation en quota, en respectant les différents cycles et cetera et là, ça se passe très bien. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, d'établir vos règles du jeu, de sur vos sites, par exemple. Alors là, c'est vraiment, il y a c'était quoi? Ben, il y a 15 ans déjà, oui. Donc j'ai travaillé avec le parc national du Mercantour. Alors, j'ai eu aussi la chance de participer à un projet, européen il y a de cela 20 ans, lorsque les aires protégées ont voulu s'ouvrir à l'écotourisme, à toutes les formes de tourisme, donc qui est cette charte européenne du tourisme durable et je fais partie des experts qui ont créé cet outil et donc après j'ai travaillé quasiment avec, tous les espaces protégés en France, en Europe et cetera et puis après j'ai changé, je suis partie, dans les déserts où j'ai élaboré les lignes directrices du tourisme durable dans les déserts du monde pour le PNUE et l'Organisation mondiale du tourisme et c'est là où j'ai choisi après de rester dans les déserts et de travailler pendant 15 ans dans ces territoires et aujourd'hui, je suis vraiment entre les 2. Parce que finalement, ben, les déserts aujourd'hui sont en train de nourrir toute une réflexion sur cette transition écologique et la gestion des ressources naturelles. Et donc là, c'est vraiment le premier écologe qui a été fait, dans un espace protégé, je dirais même en France, puisqu'il y a eu tout un travail aussi, pour, qualifier cet écologe au niveau des normes françaises, donc voilà. Et donc là, tout ce que vous allez voir, eh ben, a été vraiment de la réutilisation de matériel qu'on a fait dans la forêt. Mais surtout, c'est la personne qui a fait cet écologe, c'est-à-dire l'idée, c'était de faire du projet d'éco-construction le projet éco-touristique. Voilà avec des expériences complètement différentes. Donc là, eh bien, on se dirait que c'est la mare, au canard, mais au fait, c'est la piscine naturelle qui est totalement en lagunage et qui reste en repos pendant toutes les périodes, par exemple, de reproduction des amphibiens. Voilà, donc c'est des doubles actions comme ça. Donc il y a une période où en effet on peut se baigner, donc en général l'été, et puis tout le reste du temps, voilà, elle est complètement interdite à quoi que ce soit pour permettre à l'écosystème, eh bien, de vivre ici tout le cycle forêt, terre, eau et surtout donc de, protéger les espèces d'amphibiens. Et au fait, c'est des petits jeux comme ça que l'on va retrouver aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça a été de voilà, de réutiliser des espaces et cetera. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'endroits, par exemple, où à mon lieu écologique, je vais mettre ma tiny house qui est complètement et OK, il y a que l'habitat au fait qui est écologique, mais dans ce processus, quel est le processus qui a été mis pour créer l'histoire entre vous, le lieu, le matériel? On en est loin. Or, c'est cette histoire-là qui est votre offre écotouristique et cet hébergement a été ce qu'on appelle un game changer par la suite pour beaucoup d'hébergements à l'échelle du parc national, que ce soit à Saint-Martin-de-Vésubie, que ce soit à Barcelonnette et cetera puisque, voilà donc, on a travaillé pendant ce projet avec une trentaine d'opérateurs qui a donné, Mercantour Écotourisme et l'offre finale, c'était à la rencontre, des visages et des paysages du parc national du Mercantour. C'est un séjour qui est absolument extraordinaire que vous pourrez trouver sur le site de l'association et vous allez vraiment savourer à la fois des espaces et à la fois des rencontres. Et on a fait exactement la même chose avec la partie de la rivière, c'est-à-dire que, voilà, c'est une rivière à truites et l'idée aussi, eh bien, c'était vraiment de recréer un lien avec le parcours de l'eau et cet écologe, même s'il était dans la forêt, il était très orienté autour du cycle de l'eau parce que, bah, c'était aussi ça, c'était de montrer le cycle de l'eau dans un écosystème forestier et toute l'offre écotouristique était basée exclusivement de ça. Et cet écologe, par exemple, voilà, comme on est vraiment en plein cœur de la forêt et en zone périphérique du parc national, à part l'hébergement, il y a pas la restauration, il y a rien du tout. Et donc on a travaillé autour avec, les restaurateurs et cetera, sur toute une démarche aussi qualité, pour qu'il y ait un lien entre, le village. Pourquoi?
Parce qu'un écologe, c'est pas juste un habitat écologique. Un écologe est un habitat qui est par essence le socle, le centre du lien de nombreuses activités pour faire vivre, eh bien, le village. Les écologes dans les grands parcs nationaux en Afrique du Sud, chaque écologe est capable de faire vivre un village de 1000 à 2000 personnes. C'est ça, au fait, un écologe. C'est à travers mon mode de vie, comment je crée du lien avec le territoire qui m'entoure. Donc, comment j'arrive à me relayer avec d'autres personnes qui vont faire et compléter mon offre à travers la randonnée, on travaille avec les guides, on travaille avec les restaurateurs, on travaille avec d'autres types de restaurateurs, les cafés et autres pour les petits déjeuners. Et au fait, l'idée, c'était que les gens, d'abord, ils sont dans la forêt, même s'ils sont dans lodge, mais tout est en bois, et que dès le matin, ils puissent sortir et se connecter au village, à la montagne et à la vie de la montagne. Vous voyez, c'est un concept complètement différent. Aujourd'hui, beaucoup des hébergements sont soit en pension complète, soit en demi-pension, soit bed and breakfast. Et là, voilà, c'était vraiment une autre vision, c'est-à-dire quel était le sens de cet écologe et comment il allait rayonner à l'échelle du territoire. Et ça a été vraiment l'une des expériences les plus incroyables qu'on a faites au niveau de ce parc national. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager et j'ai envie de vous dire, eh ben, on va prendre un petit moment. Et vous, où en êtes-vous de votre projet? Je vois que vous êtes toujours là, nombreux, bravo. Où en êtes-vous de votre projet? Alors, on a encore 10 petites minutes. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a parlé dans cette, conférence, dans cette masterclass ou pas? En quoi ça vous inspire pour aller plus loin dans vos projets? Heu et où dans quelle région vous êtes? Quel type de projet vous voulez mettre en place? Allez-y, j'aimerais vous lire. Coucou Jean-Pierre, hein, je vois que tu es là, comment vas-tu? Alors, David, bonjour David. Alors ça va un peu vite là du coup. Alors, enfin, si j'ai un conseil amical à te donner Jean-Pierre, je pense qu'il faut que tu lâches avec cette reconnaissance. Fais ce que tu as à faire et tu verras bien. C'est très compliqué. Bon, pour en parler un de ces 4 si tu veux. Mission est de travailler pour les hôtels les plus éco-responsables de France à long terme, les mettre en avant sur le terrain et les réseaux. Votre conférence m'a inspiré. Quels sont vos conseils? Alors là, on est vraiment sur, l'hôtellerie, Fernandaise. Hem, Ça dépend encore une fois quelle catégorie d'hôtel, parce que tu peux pas avoir le même langage. Je donne un exemple pour un hôtel type Accor, que, les hôtels, des plus petits hôtels. Enfin, tu vois, déjà tu as plusieurs catégories d'hôtels en France, hein, et pour chaque catégorie, il faut que tu adaptes. Hem, voilà, que tu adaptes ce que tu vas leur proposer. On ne peut pas proposer la même chose. Sinon, ils vont pas se reconnaître et tu vas avoir beaucoup de difficultés. Mais voilà, c'est un beau projet. Oui, c'est ce que l'on fait. Et ben oui, tu as bien raison, Jean-Pierre. Alors, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est le rapprochement à la nature, accompagner des personnes en balade, en ressourcement. Nos 4 gîtes sont en pleine nature, nos voisins sont les chevreuils, c'est magnifique. Revenir à la source, ralentir. Et vous êtes où, Aline? Dans quelle partie de la France? Si je passe par là, je viendrai chez vous. J'irai pas à l'hôtel. Alors, allez-y, dites-moi. Alors, et c'est vraiment ce qu'on a à faire, c'est vraiment revenir à la source, ralentir. Ça, c'est vraiment une clé et notre société, elle a vraiment, vraiment besoin de ça, de ce ralentissement et de revenir dans l'Aude, à la frontière avec l'Ariège, entre Mirepoix et Carcassonne. Ah, c'est une belle région ça, d'accord. C'est super. Bien, alors, heu,
Alors attendez, encore un message. Mélanie, qu'est-ce qu'elle dit? Je souhaite créer un sanctuaire de bien-être qui s'adapte parfaitement aux saisons, à la nature. J'aimerais travailler avec un des architectes ou des professionnels, m'aider à créer le lieu que j'ai en tête et qui soit le plus en accord avec la Pachamama. Le but étant d'ouvrir pour mai-février 2026. Très beau projet, Mélanie. Merci pour vos réponses qui cochent le plus de cases de démarche RSE 4-5, car le budget pour investir dans la transition écologique. Alors oui, il y a aussi en effet alors moi je dis toujours, vous savez, ça fait des années que je travaille sur l'accompagnement à la structuration des projets et à la structuration de programmes. Et beaucoup de personnes viennent me voir en me disant: «Ah oui, j'ai un super projet, mais je ne vais pas y arriver parce que j'ai pas l'argent». Pour moi, avoir un projet éco-responsable, c'est avoir un projet bancable. Je ne structure pas que des projets, je structure des programmes, c'est-à-dire aussi tout le montage financier. Mais pour avoir un projet bancable, il faut avoir un projet avec une vraie structure projet, hem et surtout une feuille de route, qui démontre que votre projet est viable dans les 3 ans, dans les 5 ans et dans les 10 ans. Et souvent, parce qu'on m'envoie, des dossiers, je le vois, de gens qui font des écoliers ou autres et qui aujourd'hui se retrouvent en faillite, mais parce qu'ils n'ont pas vraiment de structure projet. Donc, tôt ou tard, ça ne marche plus. Et une feuille de route ne remplace pas et n'est pas, ce qu'on appelle un business plan, d'accord? Votre business plan, c'est la dernière étape de votre feuille de route pour aller voir un banquier ou un investisseur. Or, votre projet, la viabilité de votre projet, avec ou sans financement, elle est dans la structure même de cette feuille de route. Comment créer un projet pour que dans les 3 ans qui viennent, eh bien, ce projet, il devient rentable pour vous, c'est-à-dire qu'il vous permet de vivre, de vous déployer et de faire ce que vous avez à faire. C'est totalement possible. Les personnes que j'accompagne, c'est ce qu'elles font aujourd'hui. Alors attendez, là, ça va un peu trop vite. Donc là, c'était pour répondre à alors oui, Mélanie, je vais réouvrir un espace de rendez-vous, je vous en parlerai tout à l'heure. Hein, j'ai pour projet d'offrir des visites touristiques. Alors, ça va un peu vite là. Mais je ne pense pas que cela fasse partie de l'écotourisme, car j'utiliserai un van qui va forcément polluer. Ça dépend quel va être le van. Comment rendre une entreprise touristique durable? On peut en parler. Comment se faire accompagner par vous? Alors, bonjour. OK. Alors, voilà ce que je vous propose, d'accord? Je vais réouvrir un espace de rendez-vous entre, j'ai envie de dire décembre et jusqu'au 19 janvier, période où moi ou une personne de mon équipe pourra vous prendre en rendez-vous, pour que l'on comprenne c'est quoi votre projet, comment on peut vous aider, est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner ou pas, et cetera, et cetera. De quoi vous avez besoin dans ce projet. Voilà. Donc ce sont des rendez-vous d'1 demi-heure que l'on vous propose. Mais là, je vais vraiment faire du cas par cas, d'accord? Donc pour l'instant, je n'ouvre pas mon agenda complètement parce qu'on va aussi sélectionner, les projets et les porteurs de projets avec qui, nous voulons, travailler. Voilà, c'est, un peu comme avec la nature, hein, c'est voilà, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Est-ce que excusez-moi. Donc, ce que je vous propose les amis, donc c'est de m'écrire, dans ma messagerie LinkedIn, de m'envoyer un message en me disant: «Voilà, Sabrina, j'étais présent à la masterclass, je souhaiterais avoir un rendez-vous et au fait, je vous donnerai donc un rendez-vous directement». Voilà, je ne prendrai pas, énormément de rendez-vous, mais j'en prendrai quelques-uns, dans les jours qui viennent. Voilà. En revanche, comme je serai en déplacement, ce ne sera des rendez-vous qu'en fin de journée, donc à la fin de votre journée de travail et de la mienne. Mais n'hésitez pas,
Vraiment, si en 2025, vous avez envie de passer à autre chose, c'est un espace que je vous offre. Ça fait des mois que je ne donne pas de rendez-vous parce que, voilà, je suis sur le terrain, mais tous les ans, j'aime, accueillir et accompagner une quinzaine de personnes et les amener à réaliser, leurs projets, à trouver leur lieu, à concrétiser les financements et tout ça, c'est tout à fait possible. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à revenir vers moi et à me demander un rendez-vous, sur mon espace LinkedIn. Voilà, donc moi je suis beaucoup sur LinkedIn. C'est un outil fantastique que j'utilise énormément, et c'est moi en direct qui vous répondrai, pour vous proposer un rendez-vous selon vos disponibilités et les miennes. Je vous remercie infiniment d'être restés jusqu'au bout nombreux. Je vous souhaite un très, très bon week-end. En tout cas, c'est la fin de l'année, c'est vraiment le moment de faire le point, de faire le bilan. Moi, c'est toujours une période où je me pose pour faire ce point, pour préparer la suite. Donc, voilà, profitez de cette période de l'année pour, vraiment aussi, eh bien, 2025 sera plus vert. Oui, oui, mais j'espère bien. De toutes les façons, on y travaille tous. OK. Allez, au revoir.